absolutely still. Suspicions based on movement. I've seen things you people wouldn't believe. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You've seen these films. The eyes, Chico. They never lie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis Lumière, qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le 10e épisode de ce podcast que vous retrouvez plus ou moins toutes les 2 semaines, consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir en salle. Aujourd'hui derrière les micros, Thibaut Noireau, et pour dire des bêtises dedans, Clément Colliot, Loïc Matos et notre invité du jour, étudiante master cinéma à Louis Lumière, Elisabeth Joly. Salut Elisabeth. Bonjour. Aujourd'hui, pour rattraper un peu notre retard sur l'actualité, on vous parle de 6 films. Avec, pour commencer, l'inévitable sortie de ce début d'année, The Batman, où le Chevalier Noir se réinvente sous la caméra de Matt Reeves, le thriller social d'Éric Gravel à plein temps avec Laure Calamy, et Rien à foutre, de Julie Lecoustre et Emmanuel Mar, qui plonge Adèle Exarchopoulos dans le monde des hôtesses de l'air. Pour les films de rétrospective, on remonte au début du XXe siècle pour le Ghibli préféré d'Elisabeth, Porco Rosso, dans les années 50 pour House by the River de Fritz Lang, et jusqu'au futur lointain de l'an 2022 pour Soleil Vert. On va donc commencer avec The Batman. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Après Cloverfield et les 2 derniers films La Planète des Singes, Matt Reeves commence à s'imposer comme un des réalisateurs principaux de blockbusters contemporains aboutis. Après les Batman de Tim Burton de 89 et 92, ceux de Schumacher de 95 et 97, à ceux de Nolan de 2005, 2008 et 2012, puis ceux de Snyder à travers son Batman v Superman et sa Justice League, on retrouve, encore une fois, la chauve-souris dans nos salles obscures. Cette fois-ci interprété par Robert Pattinson, Batman va devoir faire face au Riddler, tueur fou qui cherche à révéler la corruption de la ville. Autour d'eux vont graviter d'autres personnages cultes de l'univers, tels que Catwoman ou le Pingouin. Toi qui es une grande fan des comics, est-ce que le film t'a plu, Elisabeth ? Alors non, elle m'a pas beaucoup plu. Après, j'ai l'impression que la figure de Batman, c'est pas une figure qui s'adapte facilement au cinéma et qu'on peut difficilement en transposer la complexité en film. Je crois que pour The Batman, j'ai eu du mal à saisir le film, le sujet du film. J'ai pas l'impression d'avoir compris de quoi ça parlait au-delà d'une intrigue sympathique avec des super-héros et des super-vilains qui se battent à travers une ville qui est plus un décor qu'une ville réelle. Je trouvais que le film passait un peu à côté de ce qui fait pour moi l'intérêt du personnage de Batman, c'est-à-dire un personnage humain qui vit dans une ville réelle, d'une certaine manière par rapport à d'autres personnages comme Superman ou quoi. Je trouve que le film il se tient sur une sorte de paradoxe un peu difficile et qui résout pas vraiment, avec d'un côté une volonté d'humaniser le personnage de Batman. Il est jeune, c'est Robert Pattinson, mais il a l'air malheureux, il est en proie avec le traumatisme de la mort de ses parents. Et il est toujours filmé, par exemple, bas, à hauteur humaine, à hauteur d'œil humain. Et on essaye beaucoup de nous faire arriver à le saisir en tant qu'être humain, même si la figure du Batman prend une place énorme dans son existence. Mais en fait, de l'autre côté, tous les autres personnages, et même lui, par moments, sont rattrapés par des sortes de personnages types qu'on va retrouver. Le commissaire, la mère de la ville, le super-vilain. Aucun n'a une réelle profondeur, même pas Catwoman. Et on plaque par-dessus des archétypes de personnages qui fonctionnent finalement pas très bien. On a l'impression en fait que les personnages sont là uniquement pour faire avancer l'intrigue, faire que tel moment se produise à tel endroit, ce qui fait que parfois des personnages qui sont censés être très intelligents comme Batman ou Catwoman se retrouvent à prendre des décisions très bêtes à l'échelle d'une séquence juste pour permettre d'arriver sur l'autre. Donc ça c'est la critique que j'aurais à avoir principalement, et surtout que en fait le film se donne une ampleur au début de parler de la ville, de parler de Gotham, de parler de la corruption, de parler des effets que ça a en fait sur les habitants de Gotham, des problèmes politiques que ça pose, ou même moraux que ça pose. Et en fait, très rapidement, la ville n'existe plus. On a plein de scènes qui se produisent dans des décors vidés des humains. Les enjeux de la population qui habite, contrairement à dans The Dark Knight, quand il y a tout un pan de la population qui est pris en otage sur un bateau, sont complètement inexistants. Et du coup, je trouve qu'on arrive à une sorte de film abstrait, sans réalité,
qui se perd du coup dans des poncifs où on a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Est-ce que le Riddler est gentil? Est-ce que Batman est méchant? Qu'est-ce qui se passe si les deux le sont? Et en fait, on n'arrive pas à résoudre cette question. Et pour moi, ça, c'est un problème politique. C'est que le film n'arrive pas à politiser sa pensée. On reste dans un truc très dichotomique et on n'arrive jamais à rentrer dans le vif du sujet. Ça, je crois que c'est parce que le film refuse, un peu comme Joker l'a fait auparavant, d'attaquer ce que ça implique vraiment, de réfléchir à ce que c'est que Gotham comme entité politique et ce que c'est que Batman comme personnage qui décide de prendre les armes tout seul parce qu'il a les moyens et qui est d'appliquer sa propre justice, en fait, qui est quand même une idéologie légèrement fasciste. Donc je trouve que c'est ça qui m'a déçu le plus. Après, je sais pas si c'est très logique de ma part d'attendre qu'un film prenne cette ampleur-là de toute façon. Et pourtant, à la fin du film, il y a une scène un peu similaire, en tout cas, qui essaye de faire un écho sur cette attaque à la population même, qui est cette immense inondation. Toi, tu penses pas que ça a du tout la même résonance que celui dans The Dark Knight? Non, déjà parce que ça, c'est tiré d'un comics qui, si je me trompe pas, Year Zero, qui est sorti il y a quelques années maintenant, peut-être une dizaine d'années, qui, en fait, c'est toute une série de Batman qui se passe après que Gotham ait été englouti sous les eaux, et où la ville se refonde, cette fois-ci sur une île, coupée complètement du reste des États-Unis, donc elle a été reléguée au rang de rebut, et Batman décide de rester sur place, un peu comme il le fait à la fin du film, alors que Catwoman désire s'en aller, pour réussir à instaurer un ordre. Donc ça pousse encore plus loin ce régime-là. Et donc là, moi, je trouve que c'est plein en fait, c'est des poncifs bibliques qu'on nous montre. C'est le déluge, c'est la grande catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est Batman le sauveur, Batman la torche à la main. La renaissance de Batman. La renaissance dans de l'eau, Batman, tout ça. Et en fait, c'est très creux. C'est tout un système d'images et d'imagerie auquel on est habitué, mais qui pour moi sont vides de sens. Je ne comprends pas ce qu'on essaye de nous dire derrière. Parce que j'ai l'impression que le film essaye un peu de nous dire tout du long, tout le monde est gentil. Batman, ses parents, en fait, ils étaient corrompus, mais finalement, lui reste gentil. La mère est gentille. Jim Gordon est gentil. Les corrompus sont tués. Même Enigma, il a toutes les excuses du monde pour être comme il est. C'est un peu tout le monde a son excuse. Donc à la fin, la moralité est en stand-by et c'est un peu étrange. Mais c'est marrant parce que moi qui connais l'univers de Batman que à travers les films, j'ai vraiment l'impression que c'est une figure de la binarité, quoi, du manichéisme, de cette opposition centrale qu'on voit à travers tout l'univers, c'est le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le caché et le visible, Bruce Wayne et Batman, au fond. Ouais. Et que, en fait, j'ai jamais vraiment vu ça explorer dans un des films, cette question de qu'est-ce que c'est, en fait, la zone de trouble entre les deux. En tout cas, comme tu le dis, dans ce film-là, ils essayent de s'y attaquer, mais en se prenant les pieds dans le plat. Ouais. À plusieurs moments, on a l'impression que le film s'y essaye, comme le moment où ils vont explorer l'histoire de l'héritage de Batman. Qu'est-ce que c'est que d'hériter d'un père ultra riche qui aurait fait le mal? Est-ce que l'héritage, finalement, c'est si bien que ça? Est-ce qu'on peut juste construire quelqu'un à partir de son héritage financier, culturel, social? Et en fait, la question est très vite évacuée. Et le film s'intéresse plus sur uniquement est-ce que son père était gentil ou pas? Est-ce que justement Batman est gentil ou pas? C'est quand même plus complexe que ça, quoi. Et je suis d'accord avec toi que le problème central du film, c'est vraiment son scénario. Parce que moi, j'aime beaucoup la direction artistique du film, quand même. Enfin, je trouve que visuellement, c'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup le chef-op Greg Fraser. Et je trouve que c'est le meilleur équilibre, en fait, qu'on ait pu voir dans un Batman au cinéma, entre le hyper-gothique de Burton ou le surréalisme de Nolan. Là, j'aime beaucoup la place qu'il fait à cette chauve-souris, dont je crois absolument à tout. Je crois à sa Batcave, je crois à ses interventions en extérieur. Et son introduction en tant que personnage est vraiment hyper bien. Toute la scène où il arrive, où on parle justement de sa présence dans l'ombre, le personnage n'est même plus tangible, il est matière, il apparaît, enfin justement il n'est pas là et pourtant tout le monde a peur de lui. Et on le présente comme un personnage qui est la ville, enfin qui est EST, et qui sait tout de la ville, et la ville sait tout de lui. Sauf qu'en fait très rapidement le film va se dire bon, ok, alors il faut que Batman ne sache pas que la ville soit corrompue, il faut que Batman ne connaisse pas les leaders de la ville, de la mafia, mais en fait, que c'est Batman, et ça, il se perd dans tout ce tourbillon scénaristique. Moi, j'ai autant de réserves que vous, mais je te rejoins quand même sur le fait que je pense que pendant presque sa première moitié, le film est quand même plein de promesses et franchement plaisant. Je suis d'accord qu'il y a cette espèce d'équilibre que le film essaye, et à mon sens, il réussit plutôt pas trop mal à trouver, en tout cas dans le début du film, entre... Alors, pas le terme réaliste, mais disons une sensation réaliste. On voit ça quand il y a des combats qui sont un peu plus secs, un peu plus brutaux, un peu moins
opératique, on va Et où dire. les plans durent assez longtemps en plus. Où les pour plans sont laisser- tenus absolument, qui permettent de donner un peu plus de poids au corps qu'on voit. Et cette espèce d'ambiance, on va dire, de décor et de lumière extrêmement stylisée. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que Matt Reeves essaye de nous montrer Gotham City et de mettre la mise en scène de son film dans la subjectivité du Batman, ce qui est quelque chose que les films d'avant ne faisaient pas, ou du moins pas aussi ostensiblement. Donc il y a toute cette première séquence où Batman s'exprime en voix off, ce qui est aussi, il me semble, une nouveauté dans les adaptations de Batman, et nous transmet sa vision extrêmement sombre de la ville. Il y a un peu un côté Rorschach dans Watchmen qui juge, qui parle de voilà, cette ville qui est pourrie par le péché, etc. Et donc ça justifie visuellement ce côté rougeoyant, une sorte d'espace mental infernal dans lequel Batman ne voit que le mal. Et il y a aussi beaucoup de choix de cadres qui appuient un petit peu cette idée, puisque Matt Reeves va souvent accrocher sa caméra, parfois littéralement, à Batman et ou à ses moyens de déplacement, notamment dans la scène en voiture, avec beaucoup de caméras embarquées, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est plutôt une approche intéressante, mais je ne suis pas du tout sûr que l'intrigue du film soit adéquate à son application. Parce qu'en fait, alors ça a été peut-être trop mis en avant simplement parce que Matt Reeves en a parlé, mais il dit qu'il s'est inspiré notamment de films des années 70, comme les films de Alan Pakula, qui sont des films du complot, ou des films comme ceux de David Fincher, Zodiac, Seven, etc. Mais alors, pour moi, quand même, la petite dissonance qu'il y aurait ici, c'est que quand on voit les films de Pakula, je pense à The Parallax View, entre autres, ou même Seven de Fincher, on a des personnages qui sont absolument prisonniers du système dans lequel ils évoluent. Quelqu'un tire les ficelles, ce n'est pas eux, et ils sont manipulés pendant tout le film. Et c'est ce qu'on découvre à la fin de Seven, par exemple. On se rend compte que tout était prévu par le méchant depuis le début. Et donc, en fait, c'est des films qui se placent plutôt du côté du complot, et pas du côté du personnage. Et du coup, j'ai l'impression que cette espèce d'enquête, on a beaucoup parlé de films policiers pour décrire le film, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas si vrai, ce truc de faire revenir Batman comme le meilleur détective du monde. En fait, est-ce qu'on voit vraiment Batman enquêter longuement dans le film ? La réponse est plutôt non. À vrai dire, même le méchant qui est donc Riddler, celui qui pose des énigmes, est un peu une sorte de fausse promesse, puisque la partie de réflexion et presque de ludisme qu'il pouvait y avoir avec ce Riddler est souvent évacuée, notamment des moments où, pendant une ellipse entre deux scènes, on se rend compte que Alfred a résolu à peu près l'énigme, etc. Pour moi, ce que tu dis du fait que sa qualité de détective est un peu passée à la trappe, c'est lié aussi au fait qu'effectivement, au début, le film part sur un principe assez fort qui est que on va être dans la tête de Batman, un peu comme dans certains comics où on va arpenter la ville avec lui, on va avoir dans des petites cases en bas ce qu'il pense sur le moment, qui sont toujours des pensées très violentes, qui sont des pensées sombres, qui traduisent l'intériorité du personnage. Et le sujet de Batman en tant que comics, et puis je pense en tant que film maintenant ça devrait l'être, c'est Batman. C'est qui c'est ce mec, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et au début, on a cette promesse très forte qui est liée un peu aussi à l'univers du jeu vidéo, avoir la personnage hors champ, sa voix off, qui couvre la ville, un peu comme dans les jeux vidéo Batman, Arkham. Quand tu te promènes dans la ville, il y a toujours Batman qui est en train de faire un petit peu des commentaires pour expliquer... alors ça, c'est des méchants. Ici, avant, c'était drôlement bien, mais maintenant, la paix, elle est là, donc il va falloir aller taper sur des gens. Enfin, il est tout le temps un peu là pour définir, et ça permet un peu de rentrer dans son intériorité. Il y a un plan comme ça, je trouve, dans le film qui fait particulièrement jeu vidéo, c'est le moment où il arrive sur la première scène de meurtre et qu'on est en POV de lui en train de marcher dans le couloir et que tout le monde se retourne vers la caméra. Ça donne vraiment cette sensation d'être en train d'avancer toi-même avec ton stick et de voir tous les PNJ se retourner vers toi. Mais même la façon dont il y a une sorte de jeu qui est plutôt pas mal construit parce que c'est très bref et c'est juste des regards. On voit qu'à un moment, lui s'attarde sur une trace au sol de la scène de crime et du coup, une policière qui est là se dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir ». Et donc, il y a une sorte de guidage implicite de la part de Batman et qui fait il y a ces séquences souvent dans les jeux vision radar où vous devez trouver les indices et reconstituer. Voilà. Et même plus tard, dans la course-poursuite à la Batmobile, où on est carrément à sa place de conducteur alors qu'il conduit. Et tout ça, en fait, ça s'installe très vite dans le film. Ça crée une forme d'immersion très profonde. Et puis en fait, très vite, tout aussi vite qu'on comprend que le jeu de course-poursuite avec The Riddler, ça va être sur une intrigue quand même que je trouve de pas très bonne qualité. Les énigmes se contredisent les unes les autres. Il y a des effets de révélation qui sont pas liés en fait au fait qu'on avait... qu'une partie nous avait échappé, mais que si on avait été suffisamment intelligent, on aurait tout vu. C'est vraiment des effets de révélation où en fait, tu pouvais pas le savoir, mais là, c'était pas vrai. Et donc, à partir de là, c'est une sorte de faux pacte qui est passé avec le spectateur. Le fait qu'on en fasse un détective, c'est pas tant pour faire une intrigue de détective, c'est pour dire, regardez, c'est pas juste quelqu'un qui est un surhomme qui frappe des gens et tout. C'est un être humain comme toi ou moi, c'est un détective avant tout.
ça le rend personnalisable. Et en fait, très vite, tout ça s'effondre au cours du film. Moi, je n'irai pas jusqu'à la première moitié, j'irai très rapidement, je dirais les premières 20 minutes. Et très vite, en fait, on se retrouve perdu dans un film qui a pris comme présupposé le fait qu'il allait s'attaquer à l'intériorité de Batman et qui ne le fait pas parce qu'il ne peut pas s'y attaquer. Il n'en a pas du tout l'ampleur. C'est pas du tout ce qu'il veut dire. Mais j'ai l'impression justement qu'il y a une sorte un peu de dissonance avec cette idée que si vous filmez la ville du point de vue de Batman, vous filmez tout sauf Batman. C'est parallèle qu'on fait avec le jeu vidéo, c'est-à-dire la caméra sert à explorer l'extérieur, mais nous, ce qu'on a envie, c'est que, moi je dirais dans la deuxième moitié, mais en fait la deuxième moitié, c'est surtout le moment où on se rend compte que le film ne tient pas les promesses de son introduction. En fait, il y a un moment où il faut que la caméra se retourne, quoi, si vous voulez, que on arrive à finalement percer par ricochet ce personnage. Ou pas nécessairement, parce qu'il y a des films où on suit l'évolution d'un personnage ou d'une personne à travers une ville. Et en fait, c'est en voyant la façon qu'il a de regarder la ville, de l'arpenter, de voir ce qui s'y passe, qu'on accède à son intériorité. Là, je pense tout particulièrement aux films, alors ça va paraître tout de suite, mais les films de Jonas Mekas, où on le voit jamais trop, et c'est tout le temps lui en voix off qui va commenter ou pas ce qui se passe. Des films de Vincent Dieutre, c'est des films où on filme la ville, on filme l'espace, et où en fait on va, ce faisant, rentrer dans ce qu'il y a de plus intime dans le personnage. Les jeux vidéo se rapprochent un peu de ça, parce que c'est le seul moyen qu'on a, c'est quand on se promène dans la ville, d'avoir un peu accès à ce qui se passe dans l'esprit de Batman. Et là, je pense aussi que c'est lié au fait qu'en fait, en filmant la ville, il se rend compte très vite qu'il a rien à filmer parce qu'il n'a pas construit sa ville comme un espace. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que très vite, avec le moment de l'enterrement, où ils vont tous à l'enterrement, et il y a ces barrières qui séparent le peuple de la haute de Gotham. Et où là, Batman, il a une sorte de prise de conscience sociale. En fait, les pauvres, ils peuvent pas aller pareil que là où il va. Et ça lui fait réfléchir. Bon, passons. Et ben après ce moment-là, la notion de peuple, d'habitants de la ville de Gothamide, en fait, disparaît du film. Et il y en a plus. Jusqu'à la grande foule à la fin qu'il faut sauver dans une sorte d'arche de Noé bis, quoi. Alors que justement, au tout début, il y a Batman qui explique que quand son symbole est projeté dans le ciel, ça crée un climat de peur et que du coup tout le monde a peur de faire même des petits crimes. Là, on a des habitants qui existent. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est, encore une fois, c'est une fausse promesse, c'est cette idée que Batman, c'est un peu le problème et la solution en même temps, c'est le symptôme, quoi. C'est vraiment c'est le symptôme de la corruption de Gotham. C'est un peu ce dont tu me parlais tout à l'heure, Elisabeth, hors micro, d'un comics où il fait ça... Oui, où il explore il faut que vraiment je cette idée. parle de The Dark Knight Returns. Et là, c'est dommage de ne pas explorer cette question de, en fait, est-ce que Batman sert vraiment à quelque chose ? Parce que là, il est vraiment présenté comme un héros glorifié. Et même, en fait, c'est là que le problème de l'esthétique du film rentre un peu en compte. Parce que, ok, il y a énormément de plans absolument magnifiques et qui stylisent énormément le personnage. Mais est-ce que c'est possible de caractériser et de rendre un personnage aussi classe et en même temps d'essayer d'interroger sa place en tant que protagoniste? C'est faisable, mais si c'est réfléchi, là, c'est vraiment... Il essaye de, en même temps, jouer avec le personnage iconique de Batman et de créer plein de cadres iconiques, et du coup, ne peut pas naturellement interroger la forme de Batman par la forme, quoi. Il magnifie Batman dans certains plans, tout en s'attachant quand même à rester extrêmement proche du sol, terre à terre avec le personnage, et à jamais, par exemple, avoir des plongées incroyables sur l'action, à magnifier l'action. Même, pour le coup, la course-poursuite a ça d'intéressant, qu'elle est même pas tant que ça dramatisée à outrance, contrairement à chez Nolan, par exemple, où dès qu'il va y avoir le moindre truc, ça va prendre une ampleur incroyable. Par contre, je pense que... oui, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, que le personnage de Batman, il était pris dans une sorte de... très manichéen, d'un truc très manichéen, avec le bien d'un côté, le mal de l'autre. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans la figure de Batman, qu'on retrouve un peu dans The Dark Knight de Nolan, c'est ces questionnements intérieurs qui sont posés au début du film, par exemple, où, à un moment, moi, j'ai cru que ça allait être bien. À un moment, il dit... il explique qu'il n'a pas envie d'être Batman, mais qu'il est obligé de le faire. Personne ne le fera, donc c'est lui qui doit le faire. Et ça, si on tire ça plus loin, ça nous fait rentrer dans une dynamique de réflexion interne du personnage qui peut être extrêmement intéressante politiquement, et que les comics s'attachent à traiter quand même depuis les années 80. Donc moi, je me dis, si ça fait depuis les années 80 qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on l'a pas encore au cinéma ? Et je trouve que ce film est une régression par rapport à The Dark Knight. Je trouve que politiquement, il n'est pas placé, il n'est pas situé, même moralement, il n'est pas situé. Si c'est une affaire de morale, et je pense que c'est une affaire de politique pour ce qui est de Batman, mais il n'est pas placé du tout. Et ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est gentil ou méchant. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de place aux zones grises qui font le sel de l'univers de Batman.
En plus, cette première partie avec donc voix off de Batman, et on le voit dans son quotidien de vengeur, ça nous laisse croire que le film va interroger cette figure un peu du vigilante, comme on dit en anglais, cette espèce de justicier autoproclamé. Et il y a un côté avec la voix off, son regard extrêmement dur sur la ville, qui est prise dans cette espèce de pluie torrentielle. Moi, ça me fait un peu penser à Taxi Driver, quoi. On a à peu près le même genre de personnage. Sauf que là, il n'est pas dans une voiture, il est derrière son masque et caché derrière un symbole, quoi. Mais disons qu'il y a une sorte un peu d'ébauche d'un portrait de... Voilà, il y a une part de Batman qui est ce forcené qui serait politiquement carrément dans les extrêmes, quoi. Et c'est... À droite. Et C'est même un peu l'archétype principal du héros de droite, riche, qui a un héritage qu'il ne mérite pas, il n'a pas travaillé pour l'avoir, et juste il se dit ok, alors je vais aider les pauvres. Et bien ça c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que le film a envie de s'attaquer à des sujets politiques mais se trompe de questions, parce que j'ai l'impression qu'il essaie de je veux dire, si on prend Taxi Driver, évidemment il y a aussi des questions d'ordre social, mais je veux dire, c'est un personnage qui pose aussi des questions en termes de morale et d'éthique, etc. Et j'ai l'impression que là le film essaie un peu de entre guillemets, cocher des cases de quelles sont les tendances en vogue dans la politique actuelle. Il y a un moment où il parle de blancs privilégiés, qui sont des expressions très marquées temporellement. Et du coup, avec toute cette histoire d'héritage, du fait que ce soit un fils de riche, qui aurait pu exister, après tout, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ça colle pas avec l'introduction, parce que il y a une sorte de demi-heure qui est vraiment infernale au milieu du film, où on s'ennuie profondément, déjà parce que c'est un enchaînement de scènes de dialogue et qu'il y a peu de choses aussi peu cinégéniques que regarder un personnage écouter un message vocal pendant 2 minutes, mais... Même Matt Reeves lui-même s'ennuie, en fait. Ouais, il filme ça la mise en scène est vraiment en perdition. s'endort. J'ai l'impression que les questions de classe encombrent la réflexion première du film, parce qu'on est vraiment dans un monde purement symbolique, quoi, au début du film. On a le Batman, son logo qui flotte dans le ciel. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu déréalisé, on pourrait dire. Et donc là, cette espèce de côté... essayer de jouer ça sous le prisme de la lutte des classes, en fait, ça fait que le film se pose plus du tout la question de qu'est-ce qui légitime l'action de Batman, mais est-ce que l'héritage de Batman l'autorise. Enfin, Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fausses questions, quoi. moi, j'ai pas l'impression que le film s'encombre tant de questions de lutte des classes que ça, à part les grands poncifs. J'ai grandi à l'orphelinat comme Bruce Wayne, mais moi, c'était pauvre, du coup, c'était pas cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'embourbe dans des questions effectivement, de soi social, de représentation sociale, de ce qu'est son être social. Et Bruce Wayne, il est rattrapé par le fait que c'est un homme blanc riche. Alors que, par exemple, la mère de la ville, elle va jamais être remise en question tout au cours du film. Et on a tellement peu accès à son discours politique qu'à un moment, on se dit, mais en fait, elle est considérée, elle est essentialisée gentille parce que c'est une femme noire. Et c'est pareil avec Jim Gordon, qui va rester bon jusqu'au bout, alors que toute la police est corrompue, mais pas lui, qui est joué par un homme de couleur. Et c'est ça, en fait. Et donc, il y a tout un pan du film comme ça qui est extrêmement... tenu sur ce plan-là, on va mettre des femmes, des personnages de couleur, et ils seront gentils parce qu'apparemment c'est ce que la société veut, alors que ce n'est pas ce que la société veut. Ce qu'on veut quand on va au cinéma, c'est voir ces questions-là réfléchies et pas qu'on nous ressorte un truc qu'on a mal compris des revendications politiques des minorités. Et puis de l'autre côté, en plus, ils s'embourbent de l'autre côté, de la même façon qu'ils se revendiquent féministes, non racistes, antiracistes et tout. Alors de l'autre côté, les méchants, ils sont tous italiens avec des accents absurdes. Alors pourquoi les Italiens sont méchants? Puisque apparemment, c'est censé être les hommes blancs. Moi, je ne comprends plus. Et de l'autre côté, en plus, il est sexiste dans le traitement du personnage de Catwoman, qui est là, prête à tomber dans les bras de Batman et qui roule des hanches comme on n'a jamais vu. Et je trouve que, par exemple, si on prend Birds of Prey, qui est le dernier d'ici en date, alors peut-être pas, je suis plus trop au courant, dans Birds of Prey, typiquement, c'est des nanas, elles partent en guerre contre un queumé blanc, riche, insupportable. Le trait est tiré extrêmement fort, et évidemment, c'est pas... Le film ne fait pas l'apologie de la violence contre tous les hommes blancs. Mais le film prend cette question sociétale-là et puis en fait un truc drôle duquel on se réjouit. Et il le tient jusqu'au bout. Il dit le méchant, ce sera lui parce que c'est un mec et qu'il est sexiste. Et le méchant, c'est lui parce que c'est un mec et qu'il est sexiste. Et là, on a l'impression qu'à un moment, le méchant, ça va être Batman parce qu'effectivement, il est riche, il prend les armes tout seul. Mais finalement, non, c'est Falcon via une pirouette scénaristique qui m'échappe encore. J'aimerais bien juste parler d'une séquence dont on a beaucoup parlé depuis le début. C'est la séquence de course-poursuite en voiture. Parce que moi, c'est une séquence que j'ai vraiment absolument adorée dans le film et je voudrais m'attarder dessus 2 minutes avant qu'on passe au film suivant. Et Dieu sait que c'est dur de filmer ce genre de séquence, quoi. Il faut manipuler beaucoup d'éléments, c'est la vitesse, la géographie, la distance entre les deux poursuivants, la physicalité du personnage et son rapport à la machine inarrêtable qu'il pilote. Et ici, l'idée que j'adore, c'est de jamais mettre la caméra loin du véhicule. Beaucoup dans les courses-poursuites en voiture, on met la caméra sur le côté de la route et on la filme en panneau en train de passer. Sauf qu'ici,
la caméra, surtout, elle est attachée à la voiture. Contrairement, par exemple, à une autre séquence de course-poursuite en voiture sous la pluie que j'aime beaucoup, qui est dans La nuit nous appartient de James Gray, où la caméra, là, elle est beaucoup à l'intérieur de la voiture et on met en avant le fait qu'on ne voit pas l'extérieur parce qu'il y a trop de pluie et que du coup, ça rend tout confus. Ici, l'idée d'attacher la caméra à la voiture, ça fait que dans beaucoup de plans, la caméra ne bouge pas, la voiture ne bouge pas dans le cadre et c'est tout le reste qui va se déplacer. Donc la vitesse, elle est créée par le déplacement proportionnel de tous les éléments extérieurs, donc les autres voitures, la lumière et surtout la pluie. Les seuls plans de caméra qu'on a à l'intérieur, ce sont vers les acteurs et non pas des yeux des acteurs vers vers le devant de la voiture. Et c'est pour nous montrer la concentration des deux pilotes, enfin la concentration de Batman et surtout la panique du pingouin, en nous montrant pourtant cette sorte de Batmobile qui devient une machine inarrêtable et terrifiante, quoi. C'est vraiment, elle ne bouge pas dans le cadre. Elle est massive, elle écrase tout. J'ai deux trucs à dire. C'est que, déjà, je pense que ce film, je repense à la fin parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la fin et de ce vers quoi ça se dirige. Alors, sans rien spoiler, j'ai l'impression qu'en fait, le film, quand on voit à la fin, il y a une sorte de petite preview. En fait, il y avait d'autres méchants qu'on n'avait pas vus et on les verra plus tard, quoi, dans la suite. Il y a un truc où j'ai l'impression que le film, en fait, se propose d'effectuer une sorte de transition entre l'image de Batman qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma et ce qu'il pourra devenir après. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que le film est très brouillon, parce qu'il essaye complètement de refonder un peu les bases de Batman. Et là, c'est mon espoir de fan qui parle. Évidemment, je voudrais que ce soit ça pour qu'après on ait un super film Batman. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il effectue une longue transition douloureuse et difficile de Batman avant et de Batman maintenant, dans un monde où les questions politiques sont plus présentes. Et le deuxième truc, c'est que si vous êtes intéressés, chers auditeurs, par la question de Batman et du fascisme et de savoir, pardon, non mais c'est vrai, parce que c'est la question du vigilantisme, de jusqu'où ça peut pousser les choses et du côté extrêmement droitard en fait de Batman, je vous conseille fortement la lecture du comics, c'est un grand classique maintenant, The Dark Knight Returns, dans lequel on récupère Batman alors qu'il a 55 ans, que ça fait 10 ans qu'il est plus Batman et qui décide de reprendre du service, non pas parce qu'il y a particulièrement plus de crimes dans la ville, mais uniquement parce que lui, il se fait chier. Et à peine qu'il commence à les taper sur le peuple, en fait, parce que c'est surtout ça qui se passe avec Batman. C'est qu'en fait, il décide de faire justice lui-même, et c'est souvent sur les pauvres qu'il va frapper, en croyant vouloir bien faire. Et à peine qu'il fait ça, que le Joker se réveille alors qu'il était dans une sorte de catalepsie impossible à Arkham, et la ville se retrouve à feu et à sang, avec Batman qui est considéré comme un criminel. Et le comics, très intéressant, il est long, et il pose vraiment ces questions-là de ce que ça implique de l'individualisme de Batman, en fait, et de ce que cette figure-là veut dire des États-Unis. Eh bien, merci beaucoup pour cette pré-recommandation. Est-ce qu'on passerait pas au film d'après, à plein temps ? J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Avec l'air tard, en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Julie est une mère célibataire élevant ses 2 enfants en banlieue parisienne et travaillant comme femme de chambre dans un hôtel prestigieux de la capitale. Son quotidien déjà tendu est compliqué encore davantage par les grèves qui ralentissent les transports et par une offre d'emploi qu'elle va tenter de saisir. Détournant le portrait social vers le film d'action, au sens strict, Éric Gravel fait d'à plein temps un film frénétique sur le quotidien sans aucun temps mort d'une classe moyenne en perdition. Une expérience politique et sensible qui t'a complètement emporté, Loïc. Pour moi, et je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Je suis très admiratif des films politiques qui réussissent comme ici non pas à saisir un cas, mais vraiment un phénomène du système. Et ici, le centre d'intérêt et le motif moteur du film, c'est la vitesse. Le mécanisme capitalistique a réussi à faire croire aux gens que pour réussir dans la vie, il faut travailler tout le temps. Sans parler des récurrences économiques de droite, qui pensent que plutôt qu'augmenter les salaires, pour rattraper la perte de pouvoir d'achat, il faut travailler plus pour gagner plus. Facile à dire pour des gens qui n'ont pas de métier physique, voire qui ne travaillent même pas parce que leur capital travaille pour eux. Cette idée du travail amène à des problèmes que l'on retrouve partout. Au début du XXe siècle, avec l'exploitation maladive du Fordisme excessif post-industrialisation, les conditions de travail sont terribles, mais les gens commencent à s'en rendre compte. On a la photographie qui commence à prendre de la place, qui saisit les problèmes physiques nombreux des employés exploités, notamment avec les photographies de Lewis Hine, qui nous montrent les enfants au travail ou les corps abîmés des ouvriers. S'opèrent alors des changements progressifs des conditions de travail qui vont de pair avec la multiplication des machines facilitant le travail des ouvriers. Mais la logique étrange qui nous prend est alors de se dire, si on peut travailler mieux, alors on peut travailler plus. Et d'année en année, on nous pousse de plus en plus à travailler.
Et c'est rentré en filigrane dans nos systèmes de fonctionnement personnel. Quelqu'un qui tient à sa santé mentale devient un paresseux. Ceux qui ont besoin d'assistance financière deviennent des assistés. Les mouvements de self-care nous invitent à optimiser notre temps, à dormir 5 heures par nuit et à rigoureusement découper notre vie. Nos outils du quotidien, les téléphones, les applications, poussent à la même consommation, toujours plus vite. Notre temps de concentration diminue de plus en plus, moi le premier. Les burn-out deviennent des phénomènes connus de tous et vécus par tous. Les heures supplémentaires non payées, les semaines de travail à la durée démultipliées. Dans certaines boîtes, ça devient normal de travailler plus de 10 heures par jour, tous les jours, mais on doit s'estimer chanceux parce qu'au moins, on en a un de travail. Et ce phénomène contemporain d'un néolibéralisme abusif, il est beaucoup plus traître que celui du XXe siècle. Parce qu'on ne peut pas le prendre en photo, quoi. Il apparaît pas, ou en tout cas, sur les corps. C'est là qu'à plein temps, arrive et décide de parler du temps contemporain avec les outils propres au cinéma, le temps. Interprétée par Laure Calamy, Julie Roy, c'est une femme dans la quarantaine, comme tu l'as dit, qui est une mère élevant seule 2 enfants. Elle est surqualifiée, mais elle est obligée d'accepter des jobs qu'elle n'aime pas pour payer ses factures. Elle habite dans la banlieue parisienne, à 1 heure de son travail, et elle commence tôt. Elle est obligée donc de suivre un régime de vie surdécoupé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cette surdécoupe de sa vie, le film le fait aussi par son montage. Le film commence sur elle les yeux fermés. Elle respire comme si elle soufflait après avoir couru. Même dans ses temps de pause, ce n'est pas une vraie pause. Et le réveil sonne. C'est alors qu'une série de micro-actions s'enchaînent, découpées par elle et par le montage. Même avec ses enfants. Réveil de l'un, réveil de l'autre. Le bol de céréales, la boîte, le jus de fruits, son tube pour le midi. On prend les enfants, on les emmène chez la voisine, qui les emmène à l'école. La voisine nous parle un peu, on prend du retard. Alors on sait qu'on doit courir pour avoir le RER. On arrive pile à temps, amassé avec des gens dont le quotidien est identique. On descend, on prend le métro, on prend le bus. Tout est dévitalisé, mécanisé. Elle travaille dans un hôtel dont le quotidien de tout le monde est similaire au sien, que ce soit les gens qui travaillent avec elle ou sa boss. Elle cherche un autre travail plus proche de ses compétences, même si c'est encore en dessous de ce pourquoi elle est qualifiée. Mais les grèves des transports commencent, elle va devoir jongler avec tout ça, avec ses enfants, avec sa candidature pour un autre travail, donc avec le temps. Et ça, Eric Gravel, il le fait jouer à tous les niveaux. Le montage donc, le jeu de Laure Calamy, qui est très intéressant parce qu'il joue avec cette rigueur et cette précision de quelqu'un qui a eu l'habitude d'effectuer les mouvements tout le temps, sauf justement quand elle doit opérer sur les imprévus, où là, tout d'un coup, on sent cette panique, on sent qu'elle doit sortir de ce cadre. La musique aussi, de Irène Dresel, qui marque par des nappes électroniques rythmées par des battements qui évoquent évidemment une sorte de temps accéléré. Et pourtant, ce que je trouve magnifique, c'est que avec tout ce travail sur la mécanisation, le film, il n'oublie pas les rapports humains, qui sont quand même au centre de tout ça, parce qu'il dit en même temps qu'on est tous obligés de vivre sa propre chose, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais, ou en tout cas très peu, recevoir d'aide des autres. C'est un peu chacun sa merde, on est tous surexploités, donc on ne peut pas s'entraider. Mais en même temps, ce qui pousse les gens à essayer de tenir ce rythme et d'essayer de survivre, c'est justement le rapport avec les gens et l'amour qu'on peut y trouver. Typiquement, ça aurait été super facile pour le film de faire très maladroitement un commentaire un peu réac sur les grèves, et de dire « Oh, regardez comment c'est relou les grèves, on empêche tout le monde d'aller travailler ». Sauf que non, le film est parfaitement conscient que c'est important. Même la protagoniste dit que elle les aurait bien rejoints si elle avait eu le temps et que malheureusement, elle en souffre. C'était Bourdieu en direct sur... Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il arrive à éviter un écueil ce qu'on appelle grossièrement le film social, mais c'est une appellation un peu fourre-tout, mais disons le film d'une personne qui est opprimée par sa condition de travailleur ou travailleuse. C'est ce côté misérabilisme. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup se développer avec un peu ce filmage type Frères Dardenne, où la caméra poursuit le personnage, la film de dos, comme s'il y avait une sorte de... On a l'impression que le personnage est assailli par sa vie autant que par la caméra, qui va essayer comme ça de déceler les moindres bribes de ce qui témoigne de la fêlure intérieure du personnage. Et ce que j'aime bien dans À plein temps, c'est que évidemment le personnage est pris dans une sorte de mouvement général dont elle est victime par plein d'aspects, mais c'est que le film la traite vraiment comme une professionnelle. Et j'aime bien cette idée que c'est pas la caméra qui poursuit le personnage, c'est plutôt le personnage qui va tellement vite que la caméra essaie de la suivre. Il y a une sorte de nuance ici qui est assez intéressante parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que c'est un personnage qui réfléchit par une logique opérationnelle
quelle que soit l'action qu'elle fait, que ce soit, comme tu l'as dit, réveiller ses enfants, leur faire prendre leur petit-déj, les laver, ou aller au travail, prendre les transports, etc. Et cette espèce d'éthique de vie du personnage que le film essaie de capter, mais presque peine tant la mécanique est bien huilée de la part de Julie, ça renverse ce truc où on n'a pas du tout l'impression d'un personnage en permanence subissant, il n'y a pas du tout de sentiment misérabiliste qui pointe dans le film. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de parallèle très lointain si on prend un peu les grands exemples honorables de films sur le prolétariat et la misère sociale, comme les films du néoréalisme italien. Il y a ce truc un petit peu des personnages qui refusent de se complaire dans leur situation, qui se dressent, des corps dressés comme ça, des gestes poursuivis. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lointaine tradition que Gravel essaie un peu de reproduire, quoi. Le personnage garde sa tenue, on va dire, parce que c'est elle qui se met en mouvement, parce qu'elle est maîtresse de ses mouvements, etc. Donc je trouve que en ça, le film réussit à la fois, un peu comme je le disais en introduction, un portrait social qui est absolument implacable, mais en même temps un vrai film sensible, une vraie expérience pour le spectateur, qui donne jamais l'impression de se servir de son personnage pour essayer de nous émouvoir ou nous faire une petite fenêtre confortable à travers laquelle regarder quelqu'un qui est en galère. Et juste comme je trouve que tu viens de très bien de le dire, cette idée que c'est plus pertinent de montrer un personnage vivre normalement, c'est beaucoup plus puissant, enfin ça montre beaucoup plus les problèmes du système que d'imaginer une histoire d'un personnage qui tout d'un coup aurait un problème à cause d'un système. Juste le fait de voir un personnage vivre cette vie normale, c'est montrer la vie de tout le monde et montrer à quel point le système il est pourri. Mais en plus, oui, mais je trouve que on la voit pas opprimée par ce truc-là au début quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas la grève, justement parce qu'elle performe extrêmement bien les attendus de la société. On est face à quelqu'un qui, moi, quand j'ai commencé à voir le film, je me suis dit putain, mais j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien tenir ma vie comme ça. La meuf, il y a rien qui lui échappe. Elle sait exactement qu'est-ce qu'elle doit faire quand il y a un train qui arrive pas ou quoi, comment se débrouiller pour l'avoir et tout. Il y a une sorte d'efficacité monstrueuse qui est à l'œuvre. C'est presque jouissif à regarder au début. Elle va presque rater son train. Non, elle a son train. Il y a un problème de truc. Paf, elle sait directement comment prendre l'autre truc. Tout va très bien. Elle arrive pile à temps pour tous les trucs. Elle jongle. Et en fait, c'est ce que je trouve qui est assez puissant dans le film, c'est de montrer justement l'échec d'attendre ça des individus, c'est-à-dire le fait que même avec l'individu le plus performant qui est Laure Calamy ici, en fait, ça ne fonctionne pas. Et au moment où ça se casse la gueule, il n'y a aucun filet de sécurité pour les récupérer. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est plus sensoriellement dans le film, au-delà du sujet, du thème et des personnages qui sont assez fous à regarder et que tu te fais emporter par le film. Moi, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Je pensais que ce serait un thriller parce qu'il y avait écrit haletant sur la couverture du truc. Donc, je pensais qu'elle allait se mettre à tuer des gens ou quoi. Donc, j'étais très surprise par le sujet. Du coup, j'étais encore plus heureuse du film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'en fait, il y a deux régimes de stress dans ce film parce que je trouve que c'est un film très stressant. Moi, je l'ai vu, j'étais chez mes parents. Après, j'étais stressée. Voilà. Alors que normalement, je suis détendue quand je suis là-bas. Et je trouve qu'il y a deux régimes. Il y a, comme tu l'as dit, le moment où elle parle avec d'autres et où en fait l'interaction sociale est un régime d'oppression. En fonction de qui lui parle, elle va devoir se soumettre. Elle est soumise à sa nourrice, au bon vouloir de la nourrice si elle veut garder ses enfants, au bon vouloir de sa boss si elle veut qu'elle continue à travailler, au bon vouloir de ses collègues si elles veulent bien la remplacer, ne pas cafeter sur elle, ne pas lui dire, au bon vouloir de son employeur, au bon vouloir des gens dans la rue qui peuvent la prendre en stop ou pas. Donc en fait, elle est extrêmement soumise à ce que les autres voudront bien faire en collaboration avec elle pour l'aider ou pas, et à servir ses propres intérêts en fait, parce qu'elle est très individualiste aussi, mais pas non plus, mais elle est là pour défendre ses intérêts. Et de l'autre côté, et c'est ça moi qui m'a le plus intéressée, c'est la ville, c'est l'oppression par la ville, par l'espace. Je trouve que il y a un truc assez fou qui se passe sensoriellement dans ce film, où on arrive à saisir la machine qu'est la ville, le trafic, le flux tendu, le flux continu, et en fait l'importance du poids qu'il a dès qu'il se grippe avec la grève, l'importance que ça prend en fait dans l'existence. Et alors je sais que je crois que j'avais écouté une interview ou alors j'avais lu un article dessus, mais qu'en gros le réalisateur insistait sur le fait que lui il n'avait pas spécifiquement voulu retranscrire exactement la vie dans Paris, que ce qui l'intéressait c'était la grève. Et moi, je trouve qu'au début du film, quand elle prend les transports en commun, la façon que ça a d'être filmé, moi, j'ai l'impression de retrouver mon quotidien de quand j'habitais à Saint-Denis. Et Dieu sait que c'est pas loin pour aller dans Paris. Et je trouve qu'il y a une capacité à capter la réalité du transport
et de la place qu'il prend dans nos vies aujourd'hui, parce qu'on passe notre vie dans les transports en commun, qui est assez fantastique, avec ces images qui vont tout d'un coup zoomer, où on a l'impression qu'en fait c'est des images qu'on pourrait faire nous-mêmes avec le téléphone, en fait, dans le train, et tu filmes les petits poteaux qui passent et d'un seul coup ça zoome, qui sont extrêmement réels, qui sont des images. Je trouve que l'équipe a réussi à créer des images qui sont déjà les nôtres, à mettre des images sur un quotidien qui nous appartient déjà. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, et triste, et déprimant. Voilà. Et ce qui est très fort avec ces plans qu'il filme à travers les fenêtres du RER ou du métro, etc., c'est qu'on y voit beaucoup de bâtiments. On y voit des maisons, on y voit des HLM, et on voit autant d'autres Laure Calamy qui vivent dans d'autres espaces. Et d'ailleurs, à un moment dans le film, il y a quelqu'un qui lui pose cette question-là. Pourquoi est-ce que tu vis en banlieue avec tes 2 gamins? C'est hyper loin. Tu préférerais pas vivre dans un appartement plus près, dans une banlieue plus proche? Et ça met en dialogue toutes ces choses-là. On peut pas comment dire, on stigmatise beaucoup les HLM ou ce genre de loyer-là, mais tout ça rentre en compte dans ces enjeux sociaux dont tu parlais. Je voulais juste souligner un truc que tu as évoqué tout à l'heure, qui est cette idée que, même si on va dire que c'est peut-être, pour le personnage dans le film, un moment de crise particulièrement fort, puisqu'il y a la grève et en même temps son entretien d'embauche qu'il faut essayer de gérer, le film a l'intelligence de se construire sur un modèle de répétition et de boucle, ce qui lui donne plutôt une sorte de côté tranche de vie, et pas du tout un truc très dramaturgique où c'est la transformation du personnage entre le début et la fin du film. Et il y a un moment dans le film qui est le week-end. Évidemment, le rythme ne faiblit pas tant que ça, même pendant le week-end. Et ensuite, on a cet effet de boucle qui crée le sentiment d'un fragment de flux qui ne se limite pas du tout à la durée du film. Et d'ailleurs, le dernier plan, même si on pourrait dire qu'il y a une forme de victoire, il y a aussi un symbole dans le film qui indique, on va dire, un éternel recommencement, quoi. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la bande originale du film, les noms des morceaux, c'est lundi matin, lundi soir, mardi matin Paris, mardi après-midi, mardi soir, etc. Et tout le reste de la semaine. J'ai trouvé ça aussi assez fantastique sur une question de découpage, d'arriver à rester tout le temps aussi proche de Laure Calamy, alors proche pas forcément physiquement, mais en tout cas en échelle de plan, et en même temps d'arriver à donner autant d'espace à la ville qui l'entoure. Moi, je reviens sur la ville parce que je viens d'y penser, mais que ça m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'ils auraient très bien pu se contenter de filmer ses interactions avec les autres, de la filmer elle dans les transports, sans s'attarder sur ce que c'est que la relâche du transport, le paysage qui défile, l'espace parcouru, la grandeur de la ville. Tout ça, c'est des choses qui sont pas nécessaires essentiellement à l'intrigue de ce qui se passe ou même au développement du personnage, et qui pourtant donnent une ampleur au film qu'il n'aurait pas autrement, et que j'arrive pas encore à bien me théoriser là, mais que j'ai trouvé parfaitement exemplifié dans le film là. Je me suis dit, c'est ça en fait qu'il faut faire. En fait, on a presque l'impression que le personnage, lui, essaye de poursuivre sa vie, essaye de poursuivre tout ce qu'elle est en train de perdre. Elle poursuit elle poursuit le temps parce qu'elle essaye de rattraper le temps qu'elle a perdu à cause de la grève. Et en même temps, tu as l'impression que le temps lui-même est en train de la poursuivre, que la ville est en train de la poursuivre. Il y a ce mouvement continu de poursuite de tout entre tout, où on a l'impression que tout se tourne autour, que tout fonctionne ensemble et que c'est un cercle dont on ne peut pas s'échapper, quoi. Il n'y a aucune échappatoire à aucun endroit, aucun espace, parce que l'argent, parce que la vie sociale, parce que la vie spatiale, parce que le temps. Et je trouve que c'est extrêmement bien tenu, le fait qu'elle vive aussi loin. C'est super bien justifié scénaristiquement déjà, du fait qu'ils sont installés là avec son mari, que les enfants sont à l'école là-bas ou quoi, mais c'est aussi extrêmement bien justifié sensoriellement de voir quand elle se rend vers Paris et de voir la machinerie monstrueuse qui est la ville à l'horizon, qui gronde, qui détruit les gens, qui les broie, et elle qui s'en échappe chaque soir, et c'est presque un combat pour reprendre de l'air avant de replonger. Et je trouve que là il y a quelque chose qui définit bien Paris. Je l'ai trouvé que ça montrait bien l'Île-de-France, quoi. Ça m'a pas fait plaisir d'habiter là, mais... Oui, on se rend un peu plus compte de, en fait, qu'est-ce qui nous touche de façon impalpable. Genre, on comprend les effets que ça a sur nous sans qu'on s'en soit rendu compte avant. Oui, c'est ça, ouais. Tu as plus ressenti Paris que Gotham City, par exemple. Ouais, voilà, typiquement, en comparaison. Si tu devais établir une liste entre Gotham City et Paris, tu préfères vivre où? Les pour, les contre. Bah franchement, moi, j'adore les jeux vidéo Batman. Faut faire vivre à Gotham City si genre je suis Batman. Mais faut pas que je dise des trucs comme ça, j'ai dit qu'il était fasciste en plus, mais non. Pas dans le... les pour, Gotham City est rouge, vraisemblablement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai pas énormément de choses à ajouter. Je suis assez admiratif du découpage du film et de la façon dont
il se tient presque radicalement, on va dire, à son système de montage extrêmement cut, de plans qui multiplient les techniques pour essayer de coller au personnage. Et je veux dire, il y a presque un côté un peu Good Time, c'est une comparaison qui a ses limites sur la question sociale, on va dire. Mais parce que Good Time commence, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par un chant contre chant qui est extrêmement calme. Et dès que le personnage de Robert Pattinson arrive dans le film, ce qui arrive assez rapidement, la caméra zoome sur lui et à partir de ce moment-là, le film est lancé et ne s'arrête jamais. On a l'impression que c'est ce personnage qui est frénétique et la mise en scène se met au diapason de sa frénésie à lui, quoi. Bon, eh bien, c'est un merveilleux film qu'on vous recommande tous d'aller voir. Ouais. Et on a essayé enfin, en tout cas, j'imagine que vous aussi, mais j'ai essayé de pas trop en dire non plus pour vous garder quelque chose et quelques trucs à ressentir devant. Parce qu'évidemment, il y a un pléthore de scènes que j'aurais voulu analyser, dont j'aurais voulu vous parler. Mais on peut maintenant passer à Rien à foutre. My lover's got no money, he's got his families. My lover's got no power, The diet for he's today got is his fine. You're a families. passenger. My lover's got no fame, he's got his families. My lover's got no money. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en jet. Rien à Cassandre. foutre. Je suis en train de parler en fait. J'en ai rien à foutre. Allez. Thibaut, tu veux pas non plus. Thibaut, t'as quelque chose à dire ? Cassandre, incarnée par Adèle Exarchopoulos, est une jeune hôtesse de l'air de 26 ans dans une compagnie low cost. Elle enchaîne les vols et les soirées alcoolisées dans une existence sans attache, en forme de fuite en avant qui la comble en apparence. Est-elle vraiment heureuse ? Quel est son rapport au monde et à ses proches ? Le film explore un monde contemporain avec un regard vraiment singulier. Est-ce que ce regard t'a parlé, Clément ? Eh bien, j'aime assez les choix formels que fait le film, qui sont pour beaucoup assez simples, mais particulièrement efficaces pour retranscrire cette espèce de plongée dans un univers qui est cosmétique et commercial par excellence, qui va être abordé dans le film donc à travers ce personnage d'hôtesse de l'air et la compagnie dans laquelle elle travaille, puisque donc, c'est le métier où on doit bien présenter, on doit cacher nos sentiments personnels pour l'image de la marque, mais en fait, à part cette apparence, eh bien, ne reste pour les individus que des sortes de coquilles vides. Et il y a toutes ces scènes dans le film où le personnage va Instagrammer les destinations où elle va, et en fait, on se rend bien compte que ce qui compte, c'est la photo de la destination et pas la destination, parce qu'en fait, tous les endroits se succèdent de façon complètement indifférenciée. Elle ne les visite pas, et c'est une sorte de vaste routine qui se met en place pour le personnage Cassandre. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est, comme je disais, à la fois son dispositif et ses choix de mise en scène, puisqu'il y a beaucoup de scènes dans le film où l'actrice sera la seule actrice professionnelle dans la scène et sera mise face à des interlocuteurs qui occupent la vraie place qu'ils ont dans la vie, donc des vrais recruteurs, des vrais gens qui travaillent pour les agences de compagnies aériennes. D'ailleurs, le film, dans le générique, n'est pas scénarisé ou écrit par, mais imaginé par les réalisateurs. Imaginé et fabriqué, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis... Parce que moi, je suis pas du tout au courant du faisage du film, que j'ai eu le loisir de voir hier soir. Mais... alors, si je ne me trompe pas et de ce que j'en ai compris, il y a plusieurs moments dans le film où c'est des gens qui jouent leur propre rôle, on va dire, ou du moins qui jouent un personnage qui a les mêmes fonctions que eux dans la vraie vie, comme par exemple, je sais plus s'il y a son recruteur ou la personne qui lui fait le stage pour obtenir un poste supérieur. Même toutes les co-hôtesses de l'air, même les pilotes ou tous ces gens-là, c'est des non-acteurs. Ok. Et donc il y a ce dispositif qui, on va dire, tendrait plus à de la captation, c'est-à-dire on provoque une situation et on essaie de voir ce qui va se passer. Et en même temps, à partir de ça, le film se tient à plusieurs partis pris formels qui vont permettre d'interroger le rapport du personnage à son environnement. Donc il y en a un qui est la gestion du hors-champ, qui est quelque chose qui est assez frappant dans le film, où on a beaucoup de plans qui s'attardent sur le visage de Cassandre et qui laissent hors-champ la personne à qui elle parle, qui va être très souvent représenter une figure d'autorité, que ce soit son chef ou la personne qui lui fait la formation plus tard dans le film. Et ça crée comme ça une sorte de voix indistincte de cette compagnie low cost. Donc il y a d'abord cette gestion du hors-champ, et il y a deux autres choix que je trouve très intéressants pour ce rapport à ce qui entoure le personnage de Cassandre. Il y a beaucoup de plans dans le film qui vont essayer de filmer le personnage en mouvement, mais en restant à la égale distance d'elle dans le cadre. Par exemple, un plan où elle marche et la caméra avance avec elle. Il y a une scène où elle fait du vélo ou de la trottinette, et une scène où elle est sur un trottoir roulant dans un aéroport. Et donc, ce que ça produit, en fait, avec un choix comme ça qui est très simple et qui
ferme pas du tout à ce que l'inattendu se produise dans le plan, dans un fond du décor, etc. C'est le sentiment que j'évoquais tout à l'heure d'un personnage sur lequel va complètement glisser l'environnement qu'elle traverse. Comme s'il n'y avait pas de point de connexion. La caméra reste à même distance d'elle, et donc c'est comme si elle ne bougeait pas alors que le monde défile autour d'elle. Il y a un dernier choix d'ailleurs qui est plutôt pour la partie intimité du personnage de Cassandre, où quand elle va rencontrer des gens dans sa chambre d'hôtel, etc., le film fait un choix de lumière qui est tout à fait audacieux, qui est la lumière est attachée à la caméra et donc va se déplacer en même temps que le cadre et créer une sorte de petite bulle, comme si tout était obscur autour du champ de la caméra. Et donc il y a comme ça plusieurs procédés dans le film qui viennent appuyer l'isolement de Cassandre et qui sont par des astuces de mise en scène assez simples, mais en même temps qui sont totalement poreuses avec ce dispositif qui l'oriente vers la captation. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. La lumière là sur eux la nuit, ça a aussi le mérite de reproduire un effet photo flash en fait de petit appareil jetable Kodak. Qui d'ailleurs, moi, c'est les séquences de nuit, c'est vraiment mes préférées sur le plan de l'image parce que ouais, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent d'installer un procédé comme ça qui crée tout de suite une sorte de banalisation des images qu'on voit, sachant qu'en fait, tout est plutôt mal cadré. Mais alors, quand je dis mal cadré, en ayant fait exprès, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de chercher le cadre photographique amateur au cinéma. Et là, avec ces images de nuit, on a des visages qui sont complètement décadrés, dont on ne voit que la bouche et le menton, mais qui sont vraiment cadrés comme quand on prend nos potes en photo la nuit et qu'on est bourré, quoi. Et ça marche extrêmement bien en mouvement, ce qui m'a fait très plaisir. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est un peu le contraire de À plein temps, en fait. C'est... dans À plein temps, on est dans une sorte de vie effrénée où le flux de la vie, on est dedans, on est à fond et les choses continuent d'avancer, mais évidemment qu'elles continuent d'avancer et on en souffre en fait. Et dans ce film-là, on vit un peu, on partage avec Adèle Exarchopoulos au début l'illusion du fait que en partant loin et en ayant, c'est même pas une fuite en avant, juste en s'échappant, et en allant dans une sorte d'ailleurs qui est tout le temps le même, en rentrant dans un quotidien qui sera tout le temps le même, on va échapper à la fuite du temps. Et c'est ce qu'elle cherche à faire, en fait, pour les raisons de l'intrigue que je ne vais pas révéler là, mais en gros, elle fuit quelque chose, elle essaye de rentrer dans une sorte de stase, et tout le long du film, et ça prend du temps à s'installer, parce qu'au début, moi, j'étais tout à fait contente de regarder comment ça se passait. En fait, la vie continue d'avancer, le monde continue de bouger, et je trouve qu'il y a... Alors que dans À plein temps, il y a un truc extrêmement stressant et du coup qui donne envie de réagir, dans Rien à foutre, il y a quelque chose d'extrêmement déprimant à ça, une sorte de profonde mélancolie de voir que même en faisant tous les efforts du monde, les choses continuent de se détacher de nous et que quoi qu'on fasse, on continue d'évoluer. Donc en fait, c'est à la fois optimiste comme film parce que le personnage de Cassandre est obligé de grandir et en même temps, j'ai trouvé que ça touchait à une forme de mélancolie très particulière. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans Rien à foutre, c'est que encore une fois, c'est un film qui... On peut rapprocher cet intérêt politique à celui de À plein temps. C'est que c'est un film qui est profondément anticapitaliste et anti-néolibéraliste, quoi. Il montre un peu ce que c'est d'avoir un personnage qui est nourri par le système et qui se dit « Pour être heureuse, il faut que je sois riche ». Et son rêve ultime, c'est d'aller à Dubaï, qui est un peu d'ailleurs cette icône du néolibéralisme et de cette idée de l'endroit absolument où je serai heureuse. C'est un endroit où tout le monde est hyper riche, où les bâtiments sont hyper chers. Et le dernier mouvement du film, que j'ai quand même envie un peu de commenter, même si je comprendrais que les gens qui n'ont pas encore vu le film veulent découvrir sur le moment, c'est, je pense, le plan le plus anticapitaliste que j'ai pu vu au cinéma de ma vie. C'est un peu exagérément dit, mais vraiment, ça m'a bouleversé ce plan. Une fois que justement, elle est arrivée enfin à Dubaï, alors qu'elle nourrit ce rêve, entre guillemets, depuis le début du film, elle se dit c'est là que je serai vraiment heureuse, c'est avec toutes mes autres amies riches, on pourra juste boire un peu quand on veut, on pourra faire un peu ce qu'on veut. Donc elle arrive à Dubaï en pleine crise du Covid, tout le monde a son masque autour d'elle, elle fait la queue pour assister à une sorte d'événement, on se demande qu'est-ce que c'est, est-ce que ça va être intense, un concert, un spectacle, quoi. Elle s'installe dans des sortes de petits carrés dessinés au scotch par terre, et ce qu'elle va regarder, c'est une sorte de spectacle absolument nul et déprimant de jets de fontaines colossaux qui sont accompagnés d'une sorte de musique électro surmixée et qui sonne pas bien, où justement on se rend compte que cette construction du rêve, c'est un peu une sorte de rêve de l'image, enfin une sorte de rêve instagrammable, quoi, de
waouh, ces belles fontaines d'eau, cette belle musique électro. Mais en fait, face à ça, dans la vraie vie, même filmé par son téléphone, parce que cette séquence est filmée via son propre téléphone, on comprend à la façon dont elle cadre, sans même voir son visage, la désillusion totale et qu'elle se rend compte que, en fait, la richesse, ce n'est pas la solution. Et par un tout petit effet très malin de la part des réalisateurs, juste après ce long plan sur la fontaine, elle retourne la caméra et on voit son visage le temps d'une demi-seconde. Tout passe par son regard. On a absolument compris que la désillusion était physique. Je sais pas si je suis d'accord avec toi sur son rêve de richesse. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Déjà parce que quand on est hôtesse de l'air, on gagne pas bien sa vie. Et que donc, elle est pas pour moi à la recherche de gagner énormément d'argent ou de rentrer dans un système capitaliste. J'ai l'impression qu'elle dit qu'en fait, ce serait hyper cool si elle allait à Dubaï parce que c'est le travail qu'elle fait. Elle gagne sa vie avec et que les gens qui sont dans son travail, ce qu'ils veulent, c'est être dans la meilleure boîte pour avoir les meilleures conditions de travail et voyager là où c'est le plus funky. Mais aussi... en regardant les photos de ses amies, elle dit « Oh, elles sont hyper belles, elles sont hyper maquillées, elles sont hyper bien habillées et tout ça. » Et tout ça, c'est autant de représentation de la richesse. Non, mais c'est pas du tout ça qui l'attire, en fait. C'est l'uniforme de la boîte qui l'intéresse. Et dans les uniformes des autres boîtes, lui paraissent plus beaux que le sien. Mais en fait, c'est la même... On comprend très bien. Moi, je trouve que c'est la même misère que tu travailles dans la plus haute boîte ou là. C'est juste eux, comme ils sont dans le low cost, ils ont encore des conditions de vie encore plus médiocres. Mais fondamentalement, même ces nanas-là, sur leurs photos, on voit, il y a sa pote qui lui dit, tu vois bien, c'est Instagram. En fait, c'est la même existence un peu misérable à changer de lieu tout le temps. Par contre, moi, je trouve qu'à la fin, dans ce plan-là, ce qu'on voit, et c'est là où je diffère sur l'interprétation, c'est que sur la première... au début du film, quand elle voyage et qu'elle change de location et tout, elle est contente, en fait. Elle fait la fête en Espagne, elle se murge la gueule, elle rencontre des gens. Et elle est contente de se maintenir dans cet état un peu bof quoi, de l'existence. Et en fait, après qu'il y ait eu tout le segment, le tiers final, ce qui se passe quand elle arrive à Dubaï à la fin, c'est pas qu'elle touche à son rêve et que son rêve, en fait, ne lui correspond pas. C'est qu'elle a plus besoin d'être dans un effet de fuite en avant parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que ça ne servait à rien. Et du coup, pour moi, c'est pas le fait que être à Dubaï ou obtenir le métier de ses rêves n'était pas au rendez-vous. C'est juste qu'en fait, ça ne correspond plus à ses aspirations de faire un métier où elle fuit. Je sais pas si c'est clair. Je comprends. Pour autant, je pense quand même qu'une partie de ce que tu penses de ce moment-là, avec cette idée que être dans une entreprise ou l'autre, c'est la même misère, ça fait partie de ce que moi, j'y vois de cette désillusion, de cette sorte de... Elle se dit qu'elle sera vraiment heureuse quand elle sera dans la meilleure boîte, quand elle aura le plus d'argent, qu'elle sera au plus bel endroit du monde, et en fait, elle se rend compte que c'est pareil. Moi, j'ai pas vu ça comme ça, comme j'ai très vite compris qu'elle fuyait un truc. Pour moi, les deux peuvent. Oui, les deux vont ensemble. Oui. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Ok. J'aime assez même si on pourrait dire que le film ralentit un petit peu à un moment, j'aime bien la façon dont est construite la dichotomie entre donc toute cette première partie qu'on a longuement décrite et ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le moment où on va comprendre un peu plus du passé du personnage et il y a une sorte de retour au foyer. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve que le film donne un sens assez pertinent à cette espèce de précision de l'image numérique, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois dans Colmat, avec ce côté tellement précis que ça révèle, on va dire, les micros imperfections du maquillage ou des choses comme ça. Et puis surtout, c'est ce côté extrêmement précis, extrêmement détaillé, ça nous renvoie encore une fois à l'idée de surface, quoi. Qu'il y a une sorte d'écrin comme ça qui nous coupe d'une existence plus profonde. Et la deuxième partie du film va heurter un petit peu ce système visuel. Déjà parce que la caméra va plus se faire caméra épaule, un peu plus chaotique, même si ça reste tenu, mais on casse un peu la dichotomie qu'il y a entre le personnage et son environnement qu'il y avait dans les plans de toute la première partie du film. Et surtout, il y a plusieurs moments où, avec notamment tout un jeu de lumière avec les personnages qui fument des cigarettes dans la nuit, le chef opérateur du film ne va pas hésiter à aller chercher du bruit et recréer un peu de la texture et casser la précision un peu de cette image. Et tout de suite, pendant ce moment un petit peu d'introspection, on va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus texturé, beaucoup plus pictural. Moi, je trouve que le fort du film, c'est de faire que, au début, comme elle est complètement déconnectée de son quotidien et de ce qui fait que celle de l'existence normalement, quoi, c'est que tu arrives à être heureux dans ton quotidien, on accorde une forme d'importance
absolue à tous les moments un peu funky, de fête, de débauche qui sont liés en fait au gloss un peu du métier d'hôtesse de l'air. Et puis une fois que il y a ce retour au foyer, en fait le quotidien, la trivialité des petites choses est complètement réinvestie différemment. Oui, c'est... Mais moi j'ai trouvé ça déprimant. De toute façon. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je trouve que le film réussit à être trivial et honnête sur son personnage, mais sans jamais être impudique vis-à-vis de scènes d'intimité. Enfin, on sent que le film ne s'étend pas outre mesure sur la picole ou ses rencontres éphémères, etc. Ça, je trouvais que c'était plutôt admirable. Et j'ai vu au générique qu'il était tout seul, le gars à l'image. J'ai cherché, il y avait deux assistants caméra, mais ils sont très peu. Ben, j'ai pas vu dans le générique, j'ai cherché. C'est vrai que c'est un film qui est pas forcément... son dispositif fait que c'est difficile de parler vraiment énormément du film sans le voir, parce que c'est des scènes qui prennent leur temps, qui explorent l'intimité, les relations entre les personnages, les comédiens. Il y a des longues scènes comme ça, notamment la première scène qu'on a de elle et d'un autre gars qui sont bourrés sur un canapé et qui parlent. Je pense que ça dure facilement presque 10 minutes, quoi. Et tout se joue sur comment ils parlent, comment est le rapport. Et pendant cette scène-là, d'ailleurs, va apparaître pour la première fois, il me semble, dans le film, la figure qui rattache Adèle Exarchopoulos à son passé. Oui. Et on sent par la façon dont elle a de l'aborder tout ce que ça raconte sur elle. Oui, tout ce que ça va impliquer après, oui. Puis l'économie de plan, moi, ça m'a rassurée de voir un film avec une économie de plan parce que je surdécoupe pas des masses moi-même. Et là, je me suis dit, ça fonctionne. Oui, c'est assez... ça installe tout de suite un univers aussi qui est restreint, en fait. Je trouve que cette économie de plan est vraiment justifiée par le monde dans lequel elle vit, ces avions qui se ressemblent tous, ces journées qui se ressemblent toutes, où en fait on dirait que le monde est tellement pauvre qu'il n'y a pas besoin de multiplier les plans pour montrer ce qu'il y a à voir, et qui ensuite prend un autre sens dans l'autre partie. Mais en tout cas, oui, allez le voir, c'est vraiment bien. Eh bien, on va passer maintenant au film de rétrospective. Et on commence par le film choisi par Elisabeth, qui est donc Porco Rosso. Ah oui, donc je commence tout le temps, en fait. Tu commences tout le temps. Mais en fait, tu nous inspires beaucoup. Donc j'ai besoin de savoir comment tu vas faire pour le faire moi-même. Tu es piégé par la façon dont j'ai introduit les films, qui était chronologique. C'est le film qui se passe le plus dans le passé. Et les amoureux. どうやったらあなたにかけられた魔法が解けるのかしらね。飛ばねえ豚ただの豚だ。En cherchant des films de patrimoine à recommander pour cette émission, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose que j'avais vu ou qui m'intéressait dans les films de patrimoine actuels, sachant que Voyage au bout de l'enfer ne passe plus et qu'apparemment c'est déjà trop dit, trop vu. Tout le monde a vu Voyage au bout de l'enfer. Non, du coup, je me suis rabattue sur Porco Rosso, ce chef-d'œuvre inconnu, méconnu Alors, de Ghibli. Tu transformes toute la façon dont cette situation s'est orchestrée. Voilà. Porco Rosso est un film de Miyazaki, donc sorti en 95 en France, et qui va avoir le loisir de repasser au Brady à partir du 27 avril. Et il y aura moult séances pour les amateurs de cochons grillés. Yes. Porco Rosso, c'est effectivement un peu mon Ghibli préféré. Alors, je ne sais pas si c'est mon Ghibli préféré, mais en tout cas, je le tiens particulièrement dans mon cœur. Pour moi, c'est le plus adulte des Ghibli. J'imagine que beaucoup l'ont déjà vu. Mais personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu sur le grand écran. Et donc, je compte bien m'y rendre au début d'avril. Il y aura du soleil, des avions, l'Adriatique et la montée du fascisme. Un peu mon sujet favori. Non, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est un film d'une grande poésie. Et il me tarde d'entendre à nouveau Jean Reno sur un grand écran. Pour des gens comme Clément Colliot, qui n'aiment pas les Ghibli, Porco Rosso, c'est l'histoire d'un homme transformé en cochon, qui a une tête de cochon, qui est un aviateur et qui est chasseur de primes et qui s'occupe de sauver les gens quand on lui demande en échange de grosses sommes d'argent. Donc ça se passe dans l'entre-deux-guerres et progressivement, la liberté dans le ciel va être de plus en plus restreinte par la montée du fascisme en Italie et il va se retrouver à être chassé alors que jusque-là, il était toléré bien gentiment. Donc c'est un film d'une grande tristesse qui fait l'état de la disparition d'une forme de poésie et de liberté qui est traduite par la possibilité de voler, d'avoir son propre avion. En plus, là-dedans, il y a une histoire d'amour mi-figue, mi-raisin, en demi-teinte et un peu tragique, qui noue Porco Rosso à une femme merveilleuse et d'une grande beauté. Donc j'ai toujours été un peu amoureuse quand j'étais enfant. Et Porco Rosso, ça raconte plein de choses. Je crois que ça peut plaire à énormément de gens.
C'est un conte initiatique assez pessimiste. Mais c'est beau et il fait du soleil. Donc ça va. Ça va. Et donc, Clément, tu voulais nous parler d'un de tes Fritz Lang préférés, House by the River. You've been drinking. Let me go. Would you like me to tell my wife that you've been dipping into her perfume? I don't care. Let me go. Let me go. Emily. Let me go. Let me go. Let me go. Stop it. Do you want the whole neighborhood to hear you? Pull yourself together and I'll let you go. House by the River, effectivement, un film de Fritz Lang qui est sorti en 1949, que vous avez peut-être vu passer sous le titre français Au fil de l'eau, mais qui n'a pas forcément été exploité sous son titre en version française à l'époque. C'est effectivement un de mes Fritz Lang préférés, pour autant c'est pas non plus un cinéaste que je maîtrise très bien, qu'un cinéaste qui a fait énormément de films, d'abord en Allemagne et ensuite aux États-Unis à partir de 1936. Il a fait d'ailleurs un détour par la France juste avant. Et donc quand Lang arrive aux États-Unis, c'est déjà un cinéaste qui est fort d'une renommée extrêmement forte en Allemagne, où il a déjà réalisé parmi ses plus grands classiques comme Metropolis, Le Docteur Mabuse ou M le Maudit. Et dès son premier film aux États-Unis, qui est Fury, Lang va s'attacher à assez violemment attaquer les institutions américaines, notamment tout ce qui tourne autour de la question de la justice, de l'impunité, de la culpabilité et de la vengeance. Et il va faire avec donc, notamment Fury et le film qui fait juste après, qui est J'ai le droit de vivre, avec Henry Fonda, deux films politiquement extrêmement forts, où, on va dire, le souvenir un petit peu mabusien de Lang, c'est-à-dire ce personnage capable de tout contrôler, de tout voir, eh bien, ça va être lui, en tant que cinéaste, qui va orchestrer des sortes de petits théâtres un petit peu vicieux, un petit peu machiavéliques, dans lequel exprimer toute la haine profonde qui est en fait enfouie dans ces personnages, avec des questions comme dans quelle mesure est-ce que j'ai le droit de me venger? Est-ce que je ne deviens pas pire que ceux qui m'ont fait du mal? Et donc, Lang va comme ça réussir à s'intégrer, comme beaucoup de cinéastes européens, avec la montée du nazisme en Europe, dans le système hollywoodien, tout en faisant une critique comme ça assez récurrente de ces dérives. Et donc, House by the River, c'est un film qu'il réalise un peu plus tard, en 1949, et qui prend comme personnage principal un écrivain un peu raté, qui, je vous donne juste le tout début du film, qui va essayer d'abuser de sa femme de ménage et la tue. Et donc il se retrouve avec un énorme problème dont il est lui-même responsable, va essayer de cacher les preuves de ses actes, et tout le film ensuite va être construit sur une sorte de tension où on va suivre ce personnage qui est absolument infect, et l'influence néfaste qu'il va avoir sur les personnages qui gravitent autour de lui. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est comment est-ce que Lang va traiter cette sorte de culpabilité insoutenable et, on va dire, dresser le portrait absolument ignoble d'un personnage qui est une sorte d'homme bourgeois prédateur dans tout ce que ça a de plus vil. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que donc, ça s'appelle House by the River parce que le jardin de la maison du personnage principal donne sur un fleuve qui régulièrement va venir charrier des dépouilles d'animaux qui sont morts plus haut dans le courant. Et donc, évidemment, ça va jouer un rôle non seulement dramaturgique, mais surtout symbolique de cette espèce de retour du refoulé, cette espèce de pulsion que le personnage a essayé de camoufler. Et ce qui est très très beau dans le film, c'est de voir comment est-ce que, on va dire, l'héritage du cinéma allemand qu'a fait Fritz Lang avant de venir aux États-Unis va agir comme ça, comme outil à la fois psychanalytique et en même temps une sorte un peu de justice de la part du cinéaste pour finalement mettre à mal son personnage. Et on a au cours du film une sorte de transformation un petit peu progressive vers ce qu'on appelle le style de l'expressionnisme allemand, qui est quelque chose que Fritz Lang a manié pour une partie des films qu'il a fait en Allemagne, c'est-à-dire cette esthétique pleine de lumière extrêmement stylisée, de décors avec des fausses perspectives, un univers très graphique, très expressif, et qui était déjà à l'œuvre dans les premiers films américains qu'il a fait, notamment dans J'ai le droit de vivre, où on avait un petit peu un embryon stylistique par cette hybridation de ce qui deviendra ensuite le film noir, qui succédera en partie au film de gangster. Et donc là, Fritz Lang va user de ce côté un petit peu surréaliste pour exprimer les démons enfouis derrière cette Amérique apparemment bien sous tout rapport, de banlieue, etc. Donc c'est un film tout à fait machiavélique et en même temps assez délectable, que je vous encourage à découvrir. Il passe aux écoles Cinéma Club avec une flopée d'autres films de Fritz Lang de l'époque, donc je vous encourage à en profiter. Et nous finissons par Loïc, puisque du passé nous passons à l'avenir, avec l'an 2022, c'est fou ça. Tu vas nous parler de Soleil Vert. New York City, in the year 2022.
Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Eh bien oui, c'est même pas vraiment l'avenir, c'est le présent, parce que Soleil Vert, c'est en 2022 que ça se passe. Et encore une fois, on est plutôt sur une critique du capitalisme, avec un univers dans lequel on nous présente une Terre qui a été industrialisée à l'excès. C'est à force d'accélérer, d'aller de plus en plus loin dans l'industrialisation, en fait, tout simplement, la Terre a été dépouillée de toute âme, de toute vie. Et ce qui est assez intéressant dans ce film de Richard Fleischer, qui sort en 72, c'est le fait qu'il va en contre-courant avec beaucoup de films de science-fiction qu'on a l'habitude de voir à cette époque. On est beaucoup surtout dans les années 50 et 60, avec des films comme La Planète Interdite, dans une sorte de sur-représentation visuelle, de kitsch un petit peu, et de vraiment aller tout le temps hyper loin dans une présentation d'un monde de science-fiction vraiment avec plein d'imagination. Là, on va vers une idée de dépouillement. Il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment juste des bâtiments tout plats, un environnement très aseptisé, dans lequel seul règne la pollution et la population abandonnée qui n'a plus rien à se mettre sous la dent. Le plot twist de fin du film est très connu, mais peut-être que vous ne le connaissez pas et que vous aurez la chance de le découvrir en regardant le film, donc je ne vous en parlerai pas. Mais tout le film se concentre avec l'acteur principal, Charlton Heston, sur une enquête où ce personnage va essayer de comprendre en fait ce qu'il se passe avec les gens qui meurent dans cette ville, dans cette société. On ne sait pas où vont les âmes, où vont les cadavres, et on va aller jusqu'au bout de cette recherche à travers un monde vraiment qui essaye tout le temps quand même de revenir vers le passé et de revenir avec notamment une scène très connue En fait, dans ce monde-là, on peut choisir quand on va mourir, et quand on va mourir, on nous emmène dans une sorte de clinique où on nous présente devant nous une sorte de vidéo presque de finalité de vie, où en fait on nous ramène à toute la belle nature, aux fleurs, aux plantes qu'il y avait à l'époque. Et le film essaie de construire justement un film très écologique aussi sur cette vision de regarder ce qu'on est en train de perdre à force d'industrialiser les choses, à force de déshumaniser à la fois les gens et les espaces. Donc à travers toute cette phase finale que je ne vous dévoilerai pas ici, le film explore ce qu'on fait même au-delà, maintenant qu'on a poussé à bout la terre, qu'on a poussé à bout les habitations, comment peut aller jusqu'au bout l'exploitation des vivants et des morts. Et où est-ce que ça passe, Soleil Vert ? Ça passe à la Filmothèque en ce moment. Justement, j'imagine pour fêter le fait que le film se passe en 2022 et que ce soit l'année dans laquelle on est. En plus, année dans laquelle la question écologique est au centre encore plus des débats. Enfin, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus au centre des débats, le rapport du GIEC. Mais, bon, on fait comme on peut. On est sur un podcast moralisateur. Pas moralisateur. J'ai juste mentionné le rapport du GIEC, j'ai rien fait. Mais t'avais un petit ton mesquin, comme ça on l'a tous senti. On remercie à Louis Lumière, Laurent Stellin, Franck Joigny et Eric Urbain, Thibaut Noireau pour la prise de son et le mixage, Mathias Debar pour le générique de l'émission et Joshua Lac pour le logo. Et on remercie très chaleureusement notre invitée Elisabeth pour sa présence. Merci beaucoup. Ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à me rappeler, par exemple, pour le 20e épisode. Moi, je peux faire tout ça de 10 en 10. Un invité anniversaire. C'est l'invité anniversaire, c'est moi. C'est pas mal. Il faut espérer qu'il y a un nouveau Batman dans les mois qui viennent. Quoi. Ou pas, hein. On peut aussi ne pas l'espérer. Peut-être que tu reviendras pour Joker 2, par exemple. Il y a Joker 2 ? Ouais. Non. Un jour, sûrement. Si, ça en préparation. Non, mais vous pouvez m'appeler pour des trucs bien aussi. C'est dommage. On a parlé de bons films quand même aujourd'hui. On a parlé de bons films. fini sur une bonne note et voilà. Tout de suite. Ouais. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, on se voit en salle. Ciao. Au revoir. Salut les colmateurs. Allô, il l'a dit. Consacré au cinéma récent, ou moins récent, que l'on peut voir en salle. Aujourd'hui, derrière les Thibauts.